Bali Bagayoko était invité sur C'est ce soir dans le contexte de la campagne médiatique ultra raciste qui se prend depuis son élection à la mairie de Saint-Denis. Alors il y a eu l'épisode Apolline de Malherbe, la ville des Noirs, et tout le monde qui y a cru comme si... Bref. Donc tu as eu l'épisode Apolline de Malherbe, mais aussi tout le pressing qui se prend d'absolument partout, l'extrême droite qui est totalement sur ses côtes, l'affaire avec l'ancienne adjointe là, qui a dit qu'elle ne se sentait plus safe parce qu'il avait parlé avec son agresseur, etc. Enfin bref. Donc voilà, là du début d'instrumentalisation de l'insécurité supposée des femmes blanches maintenant qu'il y a un noir à la mairie. Et du coup, C'est ce soir, ils ont fait une émission là-dessus. Alors du coup, C'est ce soir, c'est marrant parce que, bon, on va pas se mentir, C'est ce soir, ils ont quand même beaucoup plateformé des chroniqueurs bien racistes, bien d'extrême droite, etc. On se rappelle de Jean-François Kahn qu'ils avaient invité. Donc Jean-François Kahn, pour les gens qui n'ont pas la ref, c'était celui qui, à l'époque de l'affaire DSK, parlait de troussage domestique et qu'il avait invité au sujet de, je crois, Mélenchon à l'époque, un truc comme ça. Mais aussi des gens comme Nathan Dever, etc., qui sont les nouveaux petits embauchés de France Info, les nouveaux transfuges de CNews pour venir fasciser le service public parce que le principe de base du macronisme, c'est le nivellement par le bas, j'imagine. Et ce soir, on sait très bien que c'est une émission macroniste. Qui se dit on va inviter des intellectuels, mais comme par hasard ils disent tous des trucs un peu racistes et bizarrement dès que ça invite quelqu'un de gauche, en fait la personne de gauche se prend une sauce ou alors ne peut même pas parler, etc. Du coup c'est ce soir qui va défendre Bali Bagayoko face au racisme qu'il subit. Comment ils vont faire pour rassurer le public que vous inquiétez pas, ils sont pas non plus antiracistes? C'est ma grosse question. Discours pipeau avec dérapages racistes et que chacun ses torts, franchement c'est un peu de droite. Ah non, c'est une émission... C'est une émission de la bourgeoisie qui veut avoir l'impression d'être du bon côté de l'histoire sans avoir à faire quoi que ce soit pour l'être véritablement, quoi. Genre, c'est vraiment de la bourgeoisie propre sur elle qui se dit quand même, nous on regarde le service public en fait. Donc allons-y, je sais que là vous êtes là sur YouTube, là, que vous me regardez là sur YouTube. N'hésitez pas à en profiter, pour faire un petit commentaire, un like. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee aussi, le Tipeee dans la description. Ça aide à soutenir tout le travail que fait Zawa Prod parce que là je suis dans mon petit bureau chez moi, etc. Mais on fait aussi des émissions magnifiques en plateau. C'est pour continuer à soutenir ça, pour continuer à soutenir les salaires de nos équipes techniques. Donc n'hésitez pas, YouTube, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager et à donner sur Tipeee aussi, si vous avez de l'argent de côté. Bref, allez. Bali Bagayoko, on a entendu en ouverture de l'émission le ministre de l'Intérieur condamner fermement hier les propos racistes tenus sur CNews. Oui, et encore récemment, oui, tu as vu le truc de CNews, à comparer les Dionysiens à des tribus, à parler de Bali Bagayoko comme un singe, etc. Enfin voilà, donc globalement, CNews est complètement déchaîné sur Bali Bagayoko, en mode, mais vraiment, de la négrophobie la plus crasse, quoi. Genre, c'est vraiment... Il dit que le gouvernement étudie la possibilité de poursuites pénales. Alors non, Nunez, il n'a pas condamné fermement, il a dit que si ça relevait du pénal, il y aura des poursuites. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de poursuite, ça veut dire que le gouvernement considérera que ça relève pas du pénal et qu'on a le droit de dire ça. Donc bon, la condamnation ferme de Nunez... Ça, c'est vraiment une parole respectable de « Ah oui, bon... Vous savez, c'est comme les gens... Vraiment, c'était si raciste que ça, je sais pas... C'est comme les gens qui disent des trucs ultra homophobes et après qui, dans leur tweet d'excuses, dit « Je suis désolé si j'ai blessé des personnes ». Alors que la story de Kobalade qui dit « Arrêtez de dire que je suis homophobe, j'ai rien contre les pédales ». Ça reste quand même la plus grande story d'excuses de toute l'histoire. Quel goat quand même. Si vous voulez faire un tweet d'excuses sur votre homophobie, c'est ça ou rien. Voilà, c'est ça qu'elle aurait dû dire Sofia Chikirou. De son côté, est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'au plus haut sommet de l'État, on a fini par prendre la mesure de la gravité de la situation? Donc déjà, le cadrage catastrophique. Est-ce que ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, on a pris la gravité de la situation? Bah non. Au plus haut sommet de l'État, ils veulent faire tomber un maire insoumis aussi. Genre, allô, bonjour. Oui, exactement, bicéphale, c'est très vrai. Quand Mélenchon condamne un truc, les journalistes, ils disent il a du mal à condamner. Et quand le gouvernement condamne un petit peu à demi-mot un truc, si jamais il y a peut-être des poursuites après, etc., les journalistes disent il condamne fermement. C'est vraiment en mode, genre, il y a vraiment un deux poids deux mesures très très clair là-dessus, quoi. France Info a bien invité des députés RN pour leur demander si c'était raciste. Ah ouais? France Info, c'est un problème. Hein. Ah, ils ont invité Julien Audoul pour lui demander si c'était raciste de traiter Bali Bagayoko de singe. Non mais tranquille, France Info, quand le vieux sera élu, il va leur faire un sort à eux tous. Oui. C'est d'abord honneur à toutes ces femmes et ces hommes et ces jeunes d'ailleurs qui dans les réseaux sociaux en fait se sont indignés d'abord. C'est l'indignation populaire en fait qui a amené à ce que par ricochet, celles et ceux qui sont restés beaucoup trop silencieux au regard de la gravité des faits ont été contraints finalement de sortir. En réalité. Bah oui, c'est le pressing quoi. Et même ce pressing n'a pas suffi. Genre les médias étaient en mode Bali Bagayoko à peine élu fait polémique. En mode mais c'est pas lui qui fait polémique, c'est des gens qui sont racistes envers lui. Il fait pas polémique. Rends compte, à peine élu, il est noir. Mais c'est une dinguerie ça. Il aurait pu attendre 2-3 mois.
avant d'être noir quand même. Ah là là, Putain, il noir nous avait dès pas le début de prévenu son qu'il était mandat. noir, quoi. Genre voilà, d'un coup, Ah, c'est paf, un- on se il- retrouve face à voilà, ça. c'est de la provocation. Ah ouais, terrible. Désormais, bien sûr, on prend acte du propos qui a été tenu par à la fois le Premier ministre, puisqu'il a aussi Ouais. pris position de ceci, y compris pour le ministre de l'Intérieur. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est le minimum de ce qui peut être fait. Comment est-ce que vous l'avez compris, ce silence, entre guillemets, dans les premiers jours? Non, je pense que ce silence, il est aussi lié à tout un ensemble d'imaginaires. C'est-à-dire que, par définition, un enfant héritier de l'immigration des quartiers populaires qui accède à les plus grandes responsabilités, ça choque. Oui, c'est l'évidence. En fait, moi, après, bon, évidemment, tu as une part dans les interviews où tu poses une question bête pour amener ton interviewé à dire ce qu'il a à dire, tu vois. Donc bon. Et après, oui, si bien la sûr. question bête, c'est vous êtes vraiment un sale noir, monsieur? Un avis? Vous êtes vraiment noir? C'est normal que les gens soient racistes, vous croyez pas? Est-ce que c'est pas de la provocation de se présenter à une mairie quand on est noir? Bali Bagayoko, vous êtes noir. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi d'être vraiment noir comme ça? Vous êtes levé un matin comme ça? Vous Un avez choix que décidé d'aucuns de pourraient qualifier rester? de courageux, d'autres peut-être de suicidaire. Êtes-vous courageux ou suicidaire, Bali Bagayoko? Il y a quelque chose qui est un impensé qui est arrivé. Hmm. Donc forcément, il y a d'abord ce choc. Et puis, il y a cette réaction, mais qui est une réaction subite. En fait, si je reviens, c'est une question bête. Genre, pourquoi en Big 2026, on a besoin que l'interviewé explique comment fonctionne le racisme? Genre, oui, les gens voient quelqu'un qui est issu de l'immigration, héritier de l'immigration, comme dit Bagayoko, et ils considèrent qu'il n'est pas à sa place et qu'ils doivent le remettre à sa place. Vous avez, on va faire tourner la parole, vous avez de l'expérience, vous avez été élu pendant de très nombreuses années, militant associatif. Mais est-ce qu'il fait toujours aussi mal, ce racisme? Est-ce qu'avec le temps, finalement, ça vous Ah passe non, pas comme mais sur les attends, plumes d'un mais canard, quoi? oh, vous êtes Eh, habitué, Depuis hein? le temps, hein? Bon, Ouais, t'as l'habitude, hein? Ça pas un Oh, peu de la ça comédie ce va, que tu nous ça fais, là? va. Oh là là, vous en rajoutez, non? Hein, vous en avez vu d'autres, hein? Mais c'est grave Mais de dire ça. parce que je vois Après, lui, il a l'instinct cru de... dire, ah, c'est genre, il a Oui, que cru même dire, avec le temps, oui, ça fait toujours aussi mal, qu'on s'y oui, mais habitue la jamais question, vraiment. avec un peu de mauvais esprit, elle est horrible, en fait. De fou. Parce que ceux qui ne l'ont jamais vécu, peut-être ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Après, je pense qu'Arim Rissouli Oui, lui-même voilà. qui a témoigné aussi de ce qu'il a, Eh oui, pris oui, dans non, la mais là, tronche. c'est vraiment du... Ça mais fait c'est pas... juste que tu peux Ouais. vraiment la transformer oui, en oui, mode oui. de la pire question, Mais parce quoi. que lui, ça fait même partie des trucs qu'il a dit lui-même en mode bah oui, t'aurais l'impression qu'avec le temps ça passe, mais en fait non, avec le temps t'es toujours aussi surpris par le surgissement du racisme dans ce que disent les gens, etc. Oui, Oui, par le niveau de violence. oui, oui. C'est-à-dire à vous, y compris aussi à votre famille. Moi, c'est plus à l'égard de ma mère, parce que c'est vrai qu'elle est inquiète, c'est à l'égard de mes enfants. J'ai 4 enfants et mon épouse aussi. Donc forcément, tout ça, ça reste pas les gens indifférents. Moi, je suis issu d'une famille, on est 8 dans la famille. Donc vous imaginez l'ensemble de celles et ceux de cette grande communauté qui nous entoure. Alors bien sûr, ça leur fait très mal. Me concernant, c'est quelque chose dont déjà je suis préparé, parce que nous, dans les quartiers populaires, on a envie de dire que nous avons d'abord été dans la plainte. La plainte s'est traduite par une forme de mépris en fait des institutions, puisqu'on a été renvoyés au fait qu'on a été plutôt invités à nous taire. Et donc nous avons appris à essayer de construire en fin de compte un certain nombre de refuges, bien sûr avec des collectifs. Et même avant d'avoir été dans la plainte, les habitants des quartiers populaires, notamment les premières générations, ont été dans le pas de vague. Quand tu regardes les générations de vos darons ou de vos grands-parents, quand ils sont arrivés en France, ils ont un peu plus une logique de... Alors évidemment, il y en avait qui étaient beaucoup plus militants, d'autres qui ont eu des parcours plus syndicalistes, etc. Mais généralement, il y avait plutôt un ethos de on garde la tête basse, on se concentre, on travaille pour donner un meilleur avenir à nos enfants, etc. Et surtout, on se mêle pas de politique. Moi, quand je vois le rapport même que ma grand-mère peut avoir à la politique, en mode oh là là, faut pas se mêler de tout ça, on sait pas ce qui peut arriver, et qui regarde ce que je fais avec inquiétude, en mode genre oh là là, genre attention, hein, t'affiches pas trop parce qu'on sait jamais, demain il peut y avoir un changement de gouvernement et tu peux être en danger, tu vois. Tu sais, il y a encore ce rapport-là de la vie peut changer très très vite, quoi. Et donc c'est vrai que le premier rapport, c'était plutôt le truc de justement de se taire et essayer de s'intégrer et de faire comprendre à la société dans laquelle tu es que tu n'es pas un danger, justement. C'est même le premier instinct, c'est la surconscience que les gens te perçoivent comme un danger parce que tu t'en prends déjà plein la gueule, quoi. Oui, donc la seule réponse, la respectabilité. C'est ça. Il y avait aussi des mouvements sociaux bien invisibilisés. Oui, il y avait ça aussi. C'est vrai que là, je parle pas aussi des mouvements sociaux, notamment des ouvriers maghrébins en règle générale, mais des ouvriers immigrés de première génération qui ont beaucoup été actifs et qui se sont fait aussi taper sur les doigts et pour lesquels on a instrumentalisé aussi le racisme dans la division syndicale. Donc bon, ça c'est encore autre chose.
Ça renforce ma détermination à aller, en fin de compte, sur ce que je fais, c'est-à-dire être un antifasciste, un antiraciste déterminé. Mais en tout cas, oui, Bagayoko, il est hyper solide, hein. Et en plus, c'est marrant parce qu'il a vraiment le côté très, comment dire? Tu sais, genre, il a le costard, il s'exprime calmement, posément, clairement, il mesure chacun de ses mots, et cetera. Tu vois que genre, c'est vraiment Moi, il fait vraiment maire. Je sais ouais, pas il fait comment vraiment dire, maire, tu il sais. fait très, très respectable, quoi. Genre, tu sais, c'est pas c'est oui, presque gendre idéal, quoi. Tu dis qu'il est calme pour un noir, Cassandre? C'est une dinguerie de dire ça. C'est de la folie. Cassandre est Alors, turbo-raciste. j'allais plus dire calme pour un insoumis. C'est plutôt dans ce Waouh. sens-là que je pensais. Tu dis qu'il va trahir, qu'on peut pas leur faire confiance? Bah non. Waouh. Rachid Bendine, votre regard sur cette absence de réaction initiale, je disais au plus haut sommet de l'État, comment est-ce que vous l'entendez, comment est-ce que vous la comprenez? Je pense que c'est une permission qui est donnée à un certain type de racisme. C'est-à-dire que globalement, nous avons vu aux plus hautes instances de l'État des gens s'exprimer tout de suite lorsque les jeunes des quartiers populaires ont dit leur joie. Et donc d'un seul coup, là, on a une réaction en 2 heures vis-à-vis de ça. Et ensuite, l'État qui reste silencieux comme une espèce de permission, ce qui montre qu'il y a une... Ça va quand même, il dit quand même que bah oui, l'État, ils étaient assez rapides à globalement traiter de sale arabe les jeunes qui faisaient la fête parce qu'ils avaient élu un maire qui, pour une fois, ils appréciaient. Moi, ce que je trouve qui est fascinant dans cette séquence de l'élection des maires insoumis, notamment en banlieue parisienne, mais pas que, c'est la joie populaire, tu vois. C'est à quel point Bali Bagayoko est apprécié par ses administrés. Et t'as vraiment un truc de, bah en fait, je pense que pour beaucoup, pour la première fois, ils ont élu un maire par adhésion et pas juste par dépit, pas en se disant oui, bon, ok, d'accord, bah, ça va être le nouveau maire, je sais pas, vas-y, on va voter, tu sais. Mais genre vraiment, ils étaient en mode, bah ouais, là, on y a vraiment mis du nôtre, on a vraiment choisi notre maire, quoi. espèce de hiérarchisation des urgences. Comme si finalement le racisme vis-à-vis de gens de couleur, vis-à-vis des Arabes, n'était pas aussi important. Tu peux dire les Noirs, hein. Des gens de couleur et des Arabes. Oui, tu peux dire les Noirs, la négrophobie. Et ça montre bien aussi la surdétermination dans l'espace public de corps visibles. C'est-à-dire, et c'est ce qui m'a intéressé dans la séquence que nous avons traversée, c'est dire qu'est-ce qui fait que M. Bagayoko dit quelque chose, qu'est-ce qui fait qu'on entend autre chose. Ça m'intéresse de savoir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... On rappelle, je vous laisse la parole, mais donc c'est le soir de l'élection, hein, pour ceux qui reviendraient de voyage ou de la Lune, je ne sais pas. Bali Bagayoko est interrogé sur Saint-Denis, la ville des rois, et il dit oui, c'est la ville des rois et du peuple vivant, et tout de suite sur les réseaux sociaux, il reprend ensuite sur des plateaux de télévision. Ça a aussi été le cas ici et ça a été corrigé, je le précise. Ça a été aussi le cas ici, ça a été corrigé. Oui, ça a été le cas sur ce soir parce que vous invitez des putains de droitards qui font que mentir et que vous avez invité fucking De Vecchio, là, l'espèce de droitard facho là, du Figaro, grave, hein. qui vous a dit ça et vous étiez en mode oh, peut-être. Il y a que Laura Adler qui se dit oh, ça m'étonne quand même. Alors que Laura Adler, quand même, elle est un peu raciste. Même Laura Adler, la raciste, elle était en mode oh, ça m'étonnerait qu'il ait dit ça. Donc, bref, genre, posez-vous des questions aussi sur ce soir, hein, sur pourquoi vous n'êtes pas posé de questions que le fait que le mec annonce comme ça sur le plateau alors que vous n'avez pas l'info, etc., qu'il aurait dit la ville des Noirs, que vous n'êtes pas dit peut-être que c'est un peu bizarre et que ça m'étonnerait de sa part. Ah ben non, parce que vous vous êtes dit oui, c'est un mélanchoniste, il est communautariste, oui. C'est pour ça qu'ils ont fait cette émission, mais bien sûr. Parce que comme ils se sont fait taper sur les doigts et que leur public, encore une fois, hein, leur public respectable, nous on regarde le service public et on est du bon côté de l'histoire, s'est senti un petit peu inquiet de se dire oh, mais eux aussi ils ont diffusé cette fake news, mais quand même c'est un problème. Du coup ils ont fait cette émission avec Bali Bagayoko pour s'excuser et pour se battre la coulpe, et puis le lendemain ils vont réinviter De Vecchio sans aucun problème. Certains ont voulu entendre la ville des Noirs, et pas la ville des rois. Oui, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on part d'une phrase poétique d'un poète, une phrase historique qui s'inscrit avec l'idée des rois vis-à-vis des passés, et une phrase qui s'inscrit dans le présent vis-à-vis des gens de Saint-Denis. Donc il y a quelque chose qui, pour Oui, moi, parce que c'était la ref, la ville des rois morts et du peuple vivant. C'était une ref à je sais plus qui. donne une historicité à l'expression qu'il donne à ce vers de poésie pour dire la société française. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, comment se fabrique globalement cette fake news qui fait qu'à un moment, on la rend valide? Après, désolé, mais moi je suis d'accord sur, oui, il y a en effet l'analyse du racisme, il y a en effet la négrophobie et que le corps visible, le corps noir visible dans l'espace public est sous suspicion permanente, mais il y a aussi l'allégeance qu'il ne prête pas à l'ordre de droite. C'est-à-dire qu'un maire noir de droite, alors, va faire l'objet de suspicion. La négrophobie touche aussi les mecs de droite, hein. Coucou Tanguy David, hein. Mais par contre, c'est aussi l'appartenance de Bali Bagayoko à la France insoumise, c'est aussi son appartenance
un camp de la gauche, point barre en fait, parce que voilà, c'est la seule gauche qui existe en France, quoi, qui soutient encore plus et qui vient valider le soupçon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le soupçon de par la négrophobie, et il y a son appartenance à la gauche qui fait qu'il n'y a plus aucune présomption d'innocence et que le soupçon se retrouve validé, quoi. C'est-à-dire que c'est la suspicion permanente qui en fait est une demande d'allégeance des personnes racisées au pacte racial républicain, et donc du coup si tu ne fais pas signe de cette allégeance, bah en fait bah du coup tu retombes dans voilà, quoi. Ce serait une vérification de leur prophétie de la drague communautariste de LFI. Bah oui, c'est ça, c'est de dire que élire un maire noir, c'est déjà un peu du communautarisme. Non pas parce qu'ils ont élu un maire noir, hein. Encore, il peut y avoir des maires noirs de droite. Et on ne va pas les accuser de communautarisme ou quoi, tu vois. Mais parce que c'est un maire noir LFI. Et que du coup, rien de ce que fait la France insoumise, et du coup, a fortiori, rien de ce que font les Noirs et les Arabes de la France insoumise, ne peuvent bénéficier d'aucune présomption de bonne foi ou d'innocence. C'est le fait que dans la tête des bourgeois, les personnes noires, c'est souvent des gens qui font le ménage, qui s'occupent des gosses des bourges, mais pas qui font la politique et qui dirigent les villes. Bah, et encore, tu vois, genre, encore une fois là-dessus, il y aura quand même des bourges qui vont quand même, pour eux, la majorité, en effet, des Noirs et des Arabes, c'est leurs serviteurs et leurs servants. Mais ils vont toujours avoir un collègue qui porte bien le costard, c'est assez bien taillé, qui fait quand même bien son travail, quoi. Donc, tu sais, t'as même chez les bourges, t'as le truc, oui, le Karim, je le connais, il est différent, t'as ça aussi chez les bourges. Mais par contre, ce qu'ils vont valoriser, ça va être à la fois le fait qu'il travaille bien, mais aussi le fait qu'il ne fait pas trop, voilà, il parle pas trop de racisme et de son identité, quoi. Il dépasse ça, tu vois, il va au-delà, il n'a pas besoin de ça, il ne se concentre que sur son travail, il n'y a que par son travail que, voilà. Oui, un peu les Karim Bouamran, quoi. Présomption de culpabilité, slash d'être dans le tort à chaque fois pour des députés insoumis, d'autant plus non blancs. Ouais, c'est ça. Ouais. On s'est dit, il est noir, il est de Saint-Denis, c'est plausible. Il est noir, il est de Saint-Denis, c'est plausible. C'est un insoumis, c'est vrai. Genre, tu vois, je suis d'accord sur le plausible et sur le truc, mais ce qui va valider ça et ce qui va faire que tout le monde est persuadé qu'il a dit ça, c'est qu'il est insoumis. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Et encore une fois, je dis pas ça pour tirer la couverture à la France insoumise, c'est que simplement, il est de gauche, il appartient à une gauche qui est démonisée. Il aurait été de révolution permanente, ça aurait été pareil, voire pire, tu vois. Donc, bon, voilà. Quelqu'un qui s'exprime de manière raciste, la France a des lois et on peut, je dirais, le juger. Lorsqu'il est à l'intérieur d'un système qui refuse de voir qu'il y a un fait structurel, qui crée ces représentations et qui rend possible ce type de discours, c'est là où on doit être, me semble-t-il, beaucoup plus vigilant. Mais c'était pareil avec Ali Diawara à la Courneuve, tu vois. Genre, c'était pareil avec beaucoup, même avant ça, Mohamed Awad, qui était aussi là-dedans. C'est systématiquement aussi les insoumis. Pareil, il y a déjà Bomangoli, tout ce qu'elle se prend quotidiennement dans son courrier, etc. Enfin, voilà, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Constance Rivière? Elle, là, c'est Constance Rivière, directrice générale du Palais de la Porte Dorée, donc c'est le musée de l'immigration. Hein. Depuis 2022, ancienne conseillère et directrice adjointe du cabinet de François Hollande à l'Élysée. Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'antiracisme, du coup, l'ancienne conseillère de François Hollande et directrice du musée de l'immigration, là? Le vrai scandale, c'est l'absence de réaction la première fois. C'est-à-dire le moment où il y a un impensé inconscient raciste qui se libère et qui d'ailleurs a même été repris de manière beaucoup plus perverse par certains responsables politiques en disant « Ah bah oui, mais voilà, vouloir dénoncer ce racisme, c'est allumer un contre-feu. » On ne sait pas très bien à quoi, mais comme si la dénonciation du racisme était en elle-même quelque chose qui révélait quelque chose de problématique ou d'identitaire. Quelqu'un qui subit le racisme est, en France, peut-être celui qui a le moins le droit de s'en plaindre, de dénoncer. Oui, et que presque parler de racisme, ça détourne du vrai problème qui est que pourquoi tu parles. Genre, c'est vraiment dénoncer le racisme détourne du vrai problème qu'en fait, à la base, on voulait taper dessus, quoi. Genre, c'est... Oui, de fou. Et c'est ça que je trouve le plus scandaleux. C'est malheureusement pas nouveau. Quand on a la marche en 83, avec des actes et des marche pour violences l'égalité, racistes, et on a eu ces dernières années des meurtres racistes qui n'ont pas été dénoncés. Quand des ministres comme Pape Ndiaye est nommé, il est victime d'un déferlement raciste qui est extrêmement peu dénoncé. Et donc on est face à quelque chose qui est de l'ordre du structurel ou du systémique. Oui, mais en même temps, Pape Ndiaye, est-ce qu'il est victime de racisme ou est-ce qu'il est vraiment woke, hein? Vous comprenez, c'est difficile à dire, il est noir. Voilà, bon après, encore une fois, hein, tu vois, le seul exemple qu'elle trouve, c'est Pape Ndiaye. Bon, alors évidemment, ça a été un gros exemple, hein, Pape Ndiaye. Hein, genre, il a vraiment été sacrifié sur l'autel du macronisme dès que le wokisme est devenu à la mode, en fait, chez les macronistes. Hein. Enfin, dès que l'anti-wokisme plutôt est devenu à la mode chez les macronistes. Mais c'est pas pour rien qu'il l'a sauté, hein, de toute façon. Bah oui, c'est pas pour rien qu'il a sauté. Mais par contre, bah désolé, mais bon, c'est encore une fois, c'est intéressant que l'exemple qu'elle trouve, c'est aussi de Pape Ndiaye et pas d'autres gens plus à gauche. Voilà. Je me disais en préparant l'émission, on a le sentiment, je ne sais plus qui disait, les discours antiracistes ont été très très durs à
très lent à venir, comme s'ils étaient devenus ringards aujourd'hui quasiment. Bah, pose-toi des questions, Karim Rissouli. On a l'impression que les discours antiracistes sont presque devenus ringards. Bah, du coup, pourquoi t'invites Jean-Michel Tavoyot, là, le philosophe de la Sorbonne qui s'est occupé et qui a dirigé le colloque sur le colloque contre le wokisme avec Jean-Michel Blanquer? Bah, pose-toi des questions. Pourquoi t'invites Alexandre Devecchio? Pourquoi t'invites Jean-François Kahn? Pourquoi t'invites toutes ces personnes? Tu veux pas te poser des questions peut-être sur peut-être que t'as aidé à rendre l'antiracisme un peu ringard, peut-être, éventuellement, oui, ou la folle du bus de Marianne, là, oui. Si tu tiens un discours antiraciste, c'est que d'une certaine manière, tu aurais choisi une certaine France contre eux. Et parce que cette ligne de fracture, elle s'est installée depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que l'antiracisme, c'est pas quelque chose de positif aujourd'hui. L'antiracisme serait devenu un point de vue politique. Ce n'est pas un point de vue politique, mais ceux qui sont racistes ont réussi à dire que ceux qui étaient antiracistes veulent... Après, est-ce que l'antiracisme a déjà été quelque chose de... Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que le PS a tout fait pour récupérer et neutraliser les mouvements antiracistes avec SOS Racisme et tout. C'est que, bah, en fait, l'antiracisme ne plaît pas quand il est indépendant aussi, quoi. L'antiracisme ne peut qu'être sous contrôle de la gauche blanche. Voilà, donc on veut bien le glorifier à condition qu'on en ait le contrôle quand même et que ça ne nous dépasse pas, quoi. Bah, c'est comme au temps des colonies. À partir du moment où vous critiquez l'Empire, vous êtes un mauvais Français. Et dans les années 30, quand on critiquait les colonies, on ne vous disait pas que vous étiez anticolonialiste, on vous disait que vous étiez un mauvais Français. Grosso modo, vous deviez être a priori pas très blanc, surtout communiste et de mauvais côté de l'histoire. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui se passe là. C'est à la fois un discours qui est fondé sur une vision racialiste, raciste, dire que quelqu'un est proche du monde animalier ou dire que quelqu'un descend de sa tribu. Ça, c'est une dimension raciste très 19e-iste, mais il n'y a pas que ça dans le discours. Dire à quelqu'un de non-blanc qui accède à des responsabilités qu'il est illégitime, on lui fait comprendre. Du temps des colonies, quand Blaise Diagne montait à la tribune, député sénégalais, les députés de l'Action française, notamment Daudet, se moquaient de lui et disaient le cannibale arrive. Quand Gégip Légitimus, de la famille de Pascal Légitimus, arrive à Paris... C'est un homme député qu'on surnommait un peu le Jaurès noir. Exactement. Bah, à Paris, les premiers titres de la presse, c'est pas le Jaurès noir. Hein. Ce qui est bien, c'est que, ouais, je suis d'accord que Blanchard, sur le discours politique sur l'antiracisme, bon, il est un peu bof, mais ça, son travail d'historien fait que, bah, il est un peu en mode, bah oui, mais en fait, les gens, rien n'a changé depuis la colonisation, quoi. Genre, en gros, globalement, bon, bah oui, la France n'a pas changé, en fait. Oui, sur la mise en contexte, les datas, c'est pas mal, parce que ça permet aussi d'avoir... Bon, parce qu'en fait, ça permet de sortir un petit peu du récit, parce que je voyais un peu Karim Rissouli en revenant sur la marche... Non, c'est pas Karim Rissouli qui a parlé de la marche contre l'égalité, c'est l'intervenante d'avant, je crois, qui a lancé le sujet. Ça valide un petit peu aussi un discours, un récit national autour de l'antiracisme. Il y a eu un moment divin dans les années 90 où la France était black, blanc, beurre, et maintenant tout régresse à cause de l'extrême droite. Alors que, bah, en fait, c'est bien aussi de revenir un petit peu à l'époque coloniale pour dire, bah non, mais en fait, il y a un continuum, il y a un truc qui n'a jamais pris fin en France, qui s'appelle l'Empire. Les milieux qui avaient financé en Guadeloupe son arrivée, c'est-à-dire que vous êtes à la fois illégitime, vous prenez un poste sur lequel vous n'auriez pas le droit de le prendre, il devrait être réservé aux Blancs. Comment se fait-il qu'un Noir ou qu'un Maghrébin, qu'un Asiatique peut diriger les Blancs, puisque être maire, comme être député, comme être président du Sénat, par exemple, c'est l'inverse du système colonial. Et donc, il ne faut quand même pas oublier que notre pays a vécu avec le droit colonial pendant des décennies. Vous allez me dire, ça peut paraître un détail très longtemps après, mais pas du tout. Blanchard, il a un discours antiraciste un peu concret, mais quand il part sur d'autres takes politiques, il est pas ouf. Oui, c'est ça. Mais comme beaucoup d'historiens qui travaillent sur le colonialisme en France et tout, ils ont du mal à relier leur objet d'étude avec le quotidien politique, et ça les arrange bien de se cacher derrière l'objectivité de l'historien et le rôle d'historien qui doit être pur et simplement dans les livres d'histoire et qui ne doit pas trop intervenir dans le débat public. Et pourtant Blanchard, d'autres historiens lui reprochent de trop intervenir dans le débat public, c'est ça qui est ironique aussi. Quand vous êtes étranger, vous savez qu'un jour vous serez naturalisé ou que vos enfants naîtraient en français, pas les indigènes. Et nous vivons cet héritage-là avec des vieux stigmates qui ressortent dans ces moments. Ça qui est intéressant aussi dans ce qu'il dit sur les indigènes, leurs enfants ne naissaient pas français, etc. L'idée, le rapport de la descendance, je pense que c'est ça aussi qu'on peut retrouver si on veut faire de l'analyse de comptoir sur la terreur du grand emplacement, même l'image du jeune de banlieue, du jeune de quartier, comme un corps, un être qui n'est pas à sa place et qui n'aurait pas dû être français, tu vois, presque, parce que dans le discours de l'extrême droite, c'est presque ça, tu vois, le grand emplacement, c'est un peu en mode, leurs enfants ne devraient pas être reconnus comme français, ils ne devraient pas faire des gosses, s'ils font tellement de gosses, ça va nous remplacer, etc., tu vois. Donc un petit peu en mode, ils auraient dû rester à un statut d'indigénat où la descendance n'assurait pas forcément la citoyenneté, quoi. C'est intéressant ce parallèle-là qu'il est en train de faire. Et là, ce qu'on a vu en quelques heures avec cette élection, c'est que tout ça est remonté à la surface, à la fois la dimension raciale, à la fois la dimension coloniale, et puis donc, en fin de compte, l'illégitimité de ce que vous aviez fait. Vous ne pouviez pas avoir gagné normalement.
Par définition, il s'était passé quelque chose. Oui, parce qu'en plus, pareil, les soupçons de il a gagné avec les narcotrafiquants qui sont allés voter dans les quartiers. Je sais pas. Là, il est en train de dire que la République a été conçue pour pas que les indigènes, aient leur place, que l'élection de Bali est un bug. Bah, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu en mode que, quoi qu'il arrive dans le continuum colonial français, il n'est prévu à aucun moment que les indigènes n'aient leur place et que les indigènes ne soient reconnus, etc. À moins de faire allégeance à l'Empire de la même façon que les élites coloniales locales pouvaient le faire. Vous franchissez la color line, comme on dit aux États-Unis. Vous rentrez dans un monde où vous n'avez pas le droit d'être. Celui des décideurs, celui qui vont guider les autres. Bah, ça s'appelle un système avec une ligne. Il a franchi la ligne, donc on lui dit punition. Et encore une fois, désolé, hein, encore une fois, un truc qui échappe encore à voilà, c'est que si le Jaurès noir, il se faisait taper dessus, etc., c'est peut-être parce que c'était le Jaurès noir. Si Bali Bagayoko a franchi la color line, on va dire oui, mais il y a d'autres maires noirs, c'est pas un problème. Oui, parce que s'il est aussi de gauche, c'est-à-dire que c'est pas aussi, il n'y a pas que la color line qu'il a franchi, mais il l'a franchi avec un objectif politique. Un objectif politique qui dit oui, votre monde est fini, tu vois. Il y a aussi un truc de, c'est pas juste oh là là, c'est un pauvre noir qui s'est fait élire et les gens ont été méchants avec lui. C'est oui, il s'est fait élire avec un projet de transformation profonde de la société. C'est comme si en fait on regardait, en effet c'est le regard en fait, les choses à l'aune d'un racisme conscient ou inconscient. Vous, on a beaucoup parlé du narcotrafic. Hein. Oui, plus lien c'est le maire ou socialiste. pas. C'est intéressant parce que c'est un sujet, hein, le narcotrafic, c'est dans clair, beaucoup de bien sûr. communes. Et Le mec il dit ouais, c'est le maire socialiste qui m'a accusé d'être proche des narcotrafiquants. Ouais, c'est le mec de gauche. Enfin, de gauche, avec des gros guillemets. Ouais, c'est le PS, c'est le PS. Oui, c'est le PS, c'est Anotin, c'est le PS qui a dit ça. Ouais. vous, on a beaucoup parlé du narcotrafic. Hein. Oui, plus Lien c'est le maire ou socialiste. pas. C'est intéressant parce que c'est un sujet, hein, le narcotrafic, c'est dans clair, beaucoup de bien sûr, communes, bien et sûr, pas bien qu'à sûr, Saint-Denis, bien sûr. pour beaucoup de maires, pour beaucoup d'élus. Et il y a eu des enquêtes, il y a eu une très bonne enquête dans l'Express un mois avant. Personne ne s'en saisit. Il faut que monsieur soit élu. Pour que là, d'un coup, le sujet arrive sur la table. Bon. Elle, son truc, c'est mais quoi qu'il arrive, vous avez un problème de drogué, mais c'est pas votre faute. Hein, vous avez un problème de narcotrafic, mais bon, ça, c'est la banlieue, ça. Voilà, moi, je déplore que les gens ne soient saisis de cette enquête que maintenant. Mais bon, au moins, on fait la lumière sur le problème du narcotrafic. C'est quoi On est d'accord que le sous-entendu, c'est bon. C'est dommage que les gens soient saisis de l'enquête de l'Express sur le narcotrafic que pour taper sur un maire noir. Mais bon, au moins, ils se sont saisis d'un truc parce qu'ils n'en parlaient pas avant, alors que c'est très important, le narcotrafic. Hein. Quand le maire du Blanc-Ménil, Demba Traoré, lui, est dans son parcours, ce qui est intéressant en politique, c'est les parcours, surtout quand un maire arrive. Moi, c'est ça qui m'intéresse journalistiquement. Lui, on apprend qu'il est cadre à la BNP en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est intéressant. Personne n'en a jamais parlé. Vous, que vous ayez été élu avant d'être maire, adjoint pendant 25 ans, vous venez pas, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Voilà, vous n'êtes pas un sauvage sorti de sa cité. Je veux dire, vous avez déjà été sous les ordres de la République. Voilà. L'autre, ça va, il a un vrai boulot. Il travaille pour une banque, quoi. Genre, vous n'êtes pas des sauvages, quoi. Vous n'êtes pas des jeunes de banlieue au chômage, désœuvrés, quoi. Genre, vous êtes. Voilà, quoi, genre c'est ça, c'est vraiment, il y en a des biens. Vous êtes l'élite, quoi. Genre, vous n'êtes pas. Oui, c'est vrai, genre, c'est vraiment la distinction. Maintenant, mais vous, le racisme est honteux contre vous car vous êtes des bons noirs. Et c'est ça qu'ils ne voient pas. C'est qu'ils se sont attaqués à des bons noirs et vous êtes un exemple de réussite républicaine. Contrairement à vos administrés sur lesquels on va chier allègrement en disant que c'est que des trafiquants, quoi. Moi j'ai dû regarder votre parcours. C'est pas été quelque chose qui a été dit dans les médias. Et moi, ça me frappe beaucoup. Et à l'inverse, les huées ou les insultes, etc., elles sont zoomées sur les villes de Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, qu'on met toutes dans le même sac. Comme si vous étiez tous des insoumis. C'est faux. Il y en a beaucoup qui ne sont pas. Ah, voilà, il y en a, ils sont même pas insoumis. Il y en a, voilà, vous avez été tous mis dans le même panier, alors qu'il y en a, ils sont pas insoumis. Ils sont du Parti Socialiste. Donc voilà, calmons-nous tout de suite. Faisons la distinction entre les bons et les mauvais. Déjà, elle aime bien trier. Elle est très dans le tri sélectif. Je sais pas si elle vote écolo, mais ils sont noirs. Et on regarde ça avec un œil, parce que vous êtes qui vous êtes. Parce que voilà, vous êtes qui vous êtes. Voilà. Alors, vraiment, genre, sur ce plateau, il n'y a que Bali Bagayoko qui a dit le mot noir, on est d'accord? C'est une folie, l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Ah ouais. Il y en a beaucoup qui ne sont pas insoumis, mais voilà. Mais ils sont noirs. Tu vois qu'elle est gênée en mode. Oui, tu sais qu'il a dit noir, elle était en mode. Je sais pas s'il a le droit de dire ça. Oui, elle est vraiment gênée dès qu'il a dit noir, quoi. Ça va, c'est pas un gros mot, hein. À moins d'être raciste, c'est pas un gros mot de dire noir, hein. C'est pas. Voilà, c'est. Mais les huées en politique, moi, ça fait 15 ans que je fais du reportage, c'est ça qu'on regarde toujours.
quoi qu'il arrive. Bien sûr. Quel président est hué quand il sort, quel président ou maire ou président de département est sifflé, insulté, enfin des insultes, il y en a partout. Oui, attends. Bon, ça va, la politique, tout le monde s'insulte. Enfin, il y a quand même, au-delà de l'insulte, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi, qu'est-ce qui motive les gens à détester un certain maire. Tu vois, genre par exemple, le maire du Blanc-Ménil, le maire du coup sortant du Blanc-Ménil, qui se fait huer, c'est parce que c'est un mafieux. Parce que la population a souffert sous son règne aussi, tu vois. Genre, c'est pas juste, oh là là, oui, de toute façon, les gens, ils s'engueulent. Genre, les gens qui insultent Bali Bagayoko, c'est pas juste, ils l'insultent en mode, ils aiment pas son bilan politique. C'est négrophobe. Deux exemples. Au même moment, la semaine dernière, le maire de Bastia, nouvellement élu, nationaliste, ne veut pas porter l'écharpe tricolore pour des raisons propres à la Corse, que je n'ai même pas envie de commenter. Mais j'imagine même pas si vous, pour d'autres raisons, vous aviez dit l'écharpe tricolore, je la laisse. Et en un sens, ça pourrait être une revendication politique comme une autre, l'échec de la promesse républicaine. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Non mais ok, d'accord, oui, c'est en mode, si le maire de Bastia, si ça avait été un autre maire, oui, ok, que peut-être qu'en plus ça aurait justifié le truc, elle se fait des films dans sa tête en fait. Oui, en plus le maire corse il est indépendantiste, donc pourquoi... Je vois un peu ce qu'est... Oui, un peu en mode, pourquoi, en mode revendication antiraciste, de dire que le drapeau français n'est pas le drapeau de tous les Français, ok, oui. Non mais oui, je vois, en fait, je vois ce qu'elle veut dire très maladroitement, mais je vois, en fait, ça se voit qu'elle est tellement terrifiée de dire un truc raciste qu'elle prend 3000 pincettes et que du coup que ça la rend douteuse, quoi. Un peu raciste. Un ancien maire à Poissy, son fils, il insulte la maire arrivée élue. Heureusement que ce député aujourd'hui n'est pas noir pour lui, parce que qu'est-ce qu'on aurait dit? Comment élève-t-il ses enfants? L'ensauvagement, etc. Et moi, je crois que ça, j'espère que c'est inconscient, mais j'ai bien peur que ce soit de plus en plus conscient. Oui, elle a enfin dit le mot noir, c'est bon, après 12 minutes. Il faut vraiment qu'on regarde la sémantique, la façon dont on traite, nous aussi, journalistiquement. L'ensauvagement, et là, pour le coup, c'est plutôt de la parole politique, on l'utilise que quand c'est des émeutes de banlieue. Le terme ensauvagement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement, quoi. Genre, plus le mouvement social blanc prend cher, plus ça veut dire que les Noirs et les Arabes prennent un niveau de violence encore plus grand, quoi. Bah c'est ça, c'est que il y a une gradation dans la violence que se prend la gauche, C'est ça. et quand la gauche blanche prend cher, bah en fait c'est aussi que les autres prennent encore C'est que c'est plus au cher, centuple, ouais, c'est ça. parce que il y a un effet d'avant-garde sur les populations auxquelles l'État s'attaque, quoi. Mais après oui, les gilets jaunes, il y a eu un peu ça, mais pas tant en vrai, c'était pas tant la panique morale, etc. Il y avait un peu un côté que qu'est-ce qu'on a fait de nos tontons qui sont restés en province, tu vois, c'était plutôt ça les gilets jaunes. Non mais en fait je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, et je trouve que ce qui du coup nous donne un peu parfois le mauvais soupçon sur sa façon de le dire, c'est qu'en fait elle s'attaque à un truc qui est assez vrai, c'est la question du deux poids deux mesures et de l'attention différenciée qu'on porte, et comment le racisme crée en fait ce deux poids deux mesures, et comment le racisme crée cette attention différenciée aux personnes sur qui on veut taper. Mais du coup en fait le problème c'est que c'est comme ce que je dis souvent sur l'accusation d'hypocrisie en politique, c'est que une fois que tu as posé ça, c'est quoi la conclusion? C'est-à-dire que tu sais, souvent quand tu dis que quelqu'un, je sais pas, que oh là là, l'extrême droite, ils sont hypocrites parce que, genre, je sais pas, Némésis, elles sont hypocrites parce que elles sont antiféministes et pourtant c'est des femmes, tu vois. Et pourtant elles subissent la misogynie, genre, et pourtant Baptiste Marché, il a tapé à l'escordier, tu vois. Genre, tu sais, une fois que tu as posé l'accusation d'hypocrisie, qu'est-ce que t'en fais? Parce que bah du coup, est-ce que ça va être un prétexte pour elle, par exemple, de dire oui, vous avez raison, c'est bien la preuve que nous sommes de vrais féministes, car en plus nous subissons et que du coup nous sommes vraiment victimes de violence, et du coup nous avons maintenant le statut de victime de violence, par exemple, pour Némésis. Ou alors, donc soit ça valide leur emploi hypocrite du truc, parce que ça leur donne en plus une arme, ou alors à l'inverse, ça valide leur antiféminisme pour dire, genre en mode oui, vous avez raison, abandonnons le prétexte le prétexte du féminisme et assumons que nous voulons la domination des mecs, etc. Et qu'est-ce que tu as avancé? Bah ok, certes une petite clarification, mais qui change pas grand chose aux actions concrètes de Némésis et à leur existence dans l'espace public, tu vois. Genre ça ne fait que déplacer la fenêtre d'Overton, l'accusation d'hypocrisie au final. Et du coup en fait on se retrouve face au même truc, c'est que l'accusation de deux poids deux mesures, c'est en mode bah du coup qu'est-ce qu'il faut en tirer? Et en fait, est-ce que il faut moins taper sur tout le monde et du coup moins taper sur les Noirs et les Arabes pour les remettre au même niveau de violence que se prend le reste du monde? Ou alors est-ce qu'il faudrait plus taper sur le maire de Bastia parce qu'il met pas son écharpe tricolore, tu vois? Genre tu sais, t'as un peu un truc de du coup qu'est-ce qu'on fait de ce deux poids deux mesures et quelle conclusion on en tire politiquement? C'est intéressant en analyse, mais si tu vas pas plus loin sur qu'est-ce qu'il faut en faire, bah en fait ça reste dans un truc de bah du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui serait bien et qu'est-ce qui serait mauvais, et en fait spoiler, bah les poids et les mesures sont pas les bons quoi qu'il arrive quand on sort, quoi. Vous avez porté plainte cet après-midi. On a porté plainte, je crois. Contre qui vous avez porté plainte? Porté plainte déjà
contre CNews, le fait qu'il n'y ait aucune régulation qui a été faite. Donc ça, la plainte contre CNews, ça alourdit encore plus dans le dossier de l'Arcom, etc. et de la responsabilité de la chaîne sur la modération et la tenue des propos, enfin la tenue de l'antenne, hein, donc la modération des propos tenus à l'antenne et le fait de leur couper le sifflet, voilà quoi. Est-ce que vous appelez, pour poser la question très franchement, à la fermeture de CNews aujourd'hui? Clairement. Parce que c'est l'une des questions qui est posée. Clairement. Moi, je l'assume, je le fais parce que je considère que c'est pas vis-à-vis du traitement qui m'a été réservé, mais c'est clairement un média qui devient dangereux dans la situation politique et dans la société que nous voulons construire. Et nous avons l'Arcom, qui d'ailleurs, on a attendu bien C'est sûr... le gendarme de l'audiovisuel. Voilà, on a attendu que les parlementaires saisissent... Enfin, plus que l'IGPN de l'audiovisuel, plus que les gendarmes, hein. C'est vraiment... ils sont aussi réactifs et aussi efficaces dans les condamnations que l'IGPN. Hein. Et l'Arcom aurait très bien pu s'autosaisir. Aussi, quelle forme de lâcheté là-dedans. Oui, très bonne question qu'il pose à la fin de l'extrait. Hein. Pourquoi l'Arcom c'est pas autosaisi? Genre, je veux dire, l'Arcom aussi, ils sont censés surveiller ces news quand même. Pourquoi ils ont pas pré-shot le truc, quoi? Genre, je sais pas. Et du coup, sur Bali Bagayoko, t'as vu la mesure qu'il a prise sur la question du logement ou pas? Ah oui, du coup, faut en parler. Oui. Oui, parce que du coup, ça revient avec parce ce que je que- voulais dire sur la gauche. La mairie de Saint-Denis-Pierrefitte prend un arrêté anti-expulsion. Et c'est aussi ça, parce que je voulais finir là-dessus, du coup, sur le fait que, bon, après, bon, là, c'est qu'un extrait de C'est ce soir, etc. Mais encore une fois, la dimension qui est complètement absente, encore une fois, de tout cet extrait, c'est le fait qu'il appartienne à la gauche. Et que aussi, c'est un programme politique qu'il représente et contre lequel CNews est particulièrement hostile et contre lequel CNews est une partie de la Macronie, parce que là, bah, du coup, on parlait de ça. Je pense qu'on va faire beaucoup le lien avec la loi Casbarian et tout. La question du logement comme question sociale centrale, et que jusqu'ici, Saint-Denis, la politique, en tout cas de l'ancien maire Mathieu Hanotin, c'était plutôt une politique de gentrification. Donc, on utilise le levier du logement pour faire venir des populations un peu plus bourgeoises, un peu plus de bonnes familles, et pour du coup faire fuir en fait progressivement les populations les plus pauvres et qu'on n'a pas envie de gérer, dont on n'a pas envie de prendre en charge les urgences sociales, les urgences sanitaires, etc., etc., etc. Et du coup, là, on est là-dedans totalement. Donc, donc, la mairie de Saint-Denis-Pierrefitte prend un arrêté anti-expulsion. La ville de Saint-Denis et la commune déléguée de Pierrefitte-sur-Seine ont adopté ce mercredi 1er avril un arrêté interdisant les expulsions locatives lorsqu'aucune solution de relogement préalable n'est proposée. Et ça, c'est un truc sur... Il y a ça, mais c'est aussi pour les bailleurs sociaux. Parce que la strate toujours des bailleurs sociaux, c'est Oui, de dire bien t'inquiète sûr. pas et vous aurez des solutions de relogement et en fait de n'en proposer aucune et de faire dégager les gens. Et c'est la façon dont les bailleurs sociaux, sous prétexte parfois de rénovation, de trucs comme ça, se permettent d'expulser massivement des immeubles entiers en fait de personnes et des centaines de familles comme ça par bloc, quoi. Et donc là c'est en mode si aucune solution de relogement préalable n'est proposée, donc solution sérieuse, quoi, il n'y a pas d'expulsion. Donc ça s'applique aussi beaucoup aux bailleurs sociaux. À l'issue de la trêve hivernale, cette mesure constitue un socle essentiel pour renforcer la protection des ménages les plus vulnérables et apporter une première réponse à la crise du logement qui touche le territoire. Même hors trêve hivernale, aucune expulsion, sans relogement. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt une prise de décision en mode on va pas se limiter à la trêve hivernale pour protéger les locataires. Vraie question, quand un bailleur social te vire pour travaux, ils sont obligés de te reloger. Oui, mais je crois pas qu'il y ait de garantie sur la durée du logement. C'est-à-dire que je pense que il me semble que la douille, c'est que genre ils te relogent lors de la durée des travaux, mais par contre ce qui n'est pas garanti, c'est de réintégrer ton logement après. Et beaucoup de gens sont virés de leur logement comme ça. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à beaucoup d'endroits, notamment à Paris. C'est ce qui est au cœur du scandale des pratiques mafieuses des bailleurs sociaux, notamment je pense à Paris Habitat et à je sais plus qui, mais enfin c'est un truc dont parlait beaucoup Sophia Chikirou pour avoir rencontré des gens beaucoup dans le 11e, etc., qui l'avaient subi, quoi. Et donc dans le 11e, comme par hasard, dans le 11e arrondissement sous gentrification plus quoi. C'est pas applicable, c'est symbolique car du ressort de la préfecture le recours contre l'expulsion. Oui, mais c'est une promesse que la mairie va peser dans le rapport de force contre la préfecture aussi. Dans un contexte marqué par un ralentissement de la production de logements sociaux au cours du précédent mandat, cette décision traduit la volonté de la nouvelle municipalité de mener le combat contre la crise du logement, etc. Dans une ex-ville PCF, aujourd'hui LFI, la mairie prenait chaque année des arrêtés anti-expulsion et la préf les faisait tomber. Je sais pas ce que ça va donner concrètement. C'est une bonne question. C'est à quel point, alors déjà le fait que la mairie soit protectrice à ce niveau-là, je pense que ça peut être un truc pas mal. Il y a la question du levier aussi vis-à-vis des bailleurs sociaux qui se pose parce que quand même la mairie peut peser vis-à-vis des bailleurs sociaux. Et après oui, si la préf les fait tomber, la question c'est à quel point ils viendront au bras de fer avec la préfecture. Concrètement, c'est sûr qu'ils vont faire tomber, mais il est dans un combat politique direct, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est que un peu c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est comme quand une nouvelle présidence prend le pouvoir, c'est que souvent les premières mesures sont les plus symboliques et celles qui vont le plus être érigées comme symbole de la mandature à venir. Donc ça fait
fait partie un peu voilà, c'est là-dessus qu'on va mener la bataille de front, quoi. LFI crache encore sur la propriété privée. Monsieur le maire, votre arrêté est illégal. Vous n'avez pas le droit de piétiner les décisions de justice fondées sur la loi. Gouvernement FR, hâte préfet 93, déférez cet arrêté au tribunal, appliquez la loi, rendez aux propriétaires leurs biens. Qu'est-ce que tu fais quand le propriétaire, c'est le bailleur social? Bon, très bonne question. Mais voilà, parce que Guillaume Kasbarian, ça a été le ministre, et maintenant député, qui a été le plus... c'était le ministre du logement, sous une des précédentes mandatures Macron, parce qu'il y a plein de gouvernements qui sont tombés, j'arrive plus à suivre. Et notamment celui qui avait pris la fameuse loi anti-squat. Donc c'est celui qui a le plus fait passer de loi pour mettre fin aux protections des locataires contre les propriétaires voyous. Parce que, rappel, quand on parle de squat, il y a encore eu le truc récemment là, de oh là là, quelqu'un qui se plaignait de gens qui squattaient son logement, etc. En fait, tu découvres que c'est une propriétaire dont les locataires se plaignent depuis des années de l'insalubrité du logement et font des actions pour que donc cette proprio rénove leur logement et sorte de l'insalubrité, etc. Et que du coup, elle s'est plainte à la presse que les gens squattaient son logement parce qu'ils refusaient de payer leur loyer. Bah oui, en fait, ils vont pas payer le loyer d'un truc que tu refuses de rénover. Bref, et en fait, c'est ce qu'a fait la loi Kasbarian. C'est sous prétexte de lutter contre les squats et les méchants qui vont squatter le canapé de votre mamie, bah en réalité permet de renforcer le pouvoir des propriétaires contre les locataires et contre la dignité des locataires. Parce que quand on parle de squatteurs, dans la majorité des cas, on parle de gens qui sont locataires de plein droit, qui à un moment, pour X ou Y raison, arrêtent de payer leur loyer, soit parce qu'ils ne peuvent plus, soit parce qu'ils sont dans des procédures contre leur propriétaire, au hasard parce que leur logement est insalubre, l'insalubrité du logement qui est quand même un immense problème. Donc voilà quoi. Faut attendre la mesure, c'est uniquement au tribunal où ça peut se faire comme ça par simple volonté du préfet. Bah là, ce que Kasbarian demande, c'est au préfet de déférer l'arrêté au tribunal, du coup, au préfet, en gros, de porter plainte contre l'arrêté et contre la mairie et de le renvoyer devant le tribunal. Donc, in fine, c'est le tribunal qui décide. Après, bon, même si c'est compliqué à appliquer judiciairement, en termes de symbole et de position Bah oui, politique, c'est trop c'est important de le faire. que ça montre qu'on n'élit pas des maires LFI pour rien, quoi. Et on sait dans quel camp social Ouais. on est et on sait à quoi ils servent, quoi, nos maires. C'est ça aussi. Enfin bon.